J'aurais voulu que tu reviennes sur voilà, ta définition du genre, que tu reviennes sur sexe et genre, et que tu nous expliques cette formule importante, c'est-à-dire le genre précède le sexe. Le genre, disons, l'acception la plus courante, ce qui était la plus courante, jusqu'à récemment, en tous les cas dans les travaux féministes, c'est que le genre est ce qui se construit, c'est-à-dire une série de rôles sociaux, mais aussi, pas seulement de rôles, mais aussi une série de croyances relatives aux femmes et aux hommes. Par exemple, sur leur caractère, leurs intérêts, et leurs attitudes et leurs aptitudes aussi. Bon, les femmes ne sont pas douées pour ceci, les hommes ne sont pas doués pour cela. Les femmes sont plus affectives, les hommes sont plus rationnels. Ça, c'est disons, les croyances sur les aptitudes. Les hommes sont plus doués pour la mécanique, les femmes sont plus douées pour la broderie. Mais il y a aussi les rôles. Et alors là, les rôles sont liés aussi aux croyances sur les aptitudes. Hein. C'est-à-dire les femmes sont plus faites pour élever les enfants que les hommes. Les hommes sont plus faits pour commander les armées que les femmes, etc. Donc, c'est-à-dire tout ça, ce sont des croyances sur les aptitudes qui vont avec les rôles sociaux. Et puis alors, il y a des rôles sociaux. Il y a le fait que les femmes élèvent les enfants, disons, à 80%. Encore aujourd'hui, on regarde les chiffres sur la façon dont des couples qui existent, des couples hétérosexuels, mariés ou pas mariés, qui s'occupent des enfants, les chiffres le nombre de minutes passées par jour à s'occuper des enfants reste très très déséquilibré et je veux dire, l'est toujours, les chiffres ne bougent pas, c'est exactement comme les chiffres sur le travail ménager. Les femmes passent environ 3 fois plus de temps à s'occuper de leurs enfants par jour que les hommes. Et puis, il y a la division du travail en général, c'est-à-dire que, par exemple, en France, sur le travail salarié, mais c'est à peu près la même chose dans toute l'Europe et dans tout le monde occidental, avec des variantes sur le type de travail, les femmes ont moins de travail salarié, soit qu'elles en aient moins par jour ou par semaine, soit qu'elles s'arrêtent aussi. Elles continuent d'avoir des carrières discontinues, s'arrêtant pour avoir des enfants, parfois s'arrêtant complètement à partir du 3e enfant. Et donc, il reste un certain nombre de femmes au foyer en France, mais qui ne sont pas les mêmes. Hein. Il ne faut pas croire que c'est une femme au foyer qui était au foyer à 25 ans et encore au foyer à 45 ans. C'est qu'à tout moment donné, il y a un certain nombre de femmes qui sont en dehors de l'emploi. Ça, c'est une division du travail. Et c'est une autre division du travail, mais qui est complètement liée, c'est le fait que les femmes fassent 80% des travaux à la maison, hein, de ce qui est nécessaire, alors pas seulement en ce qui concerne les enfants, mais de ce qui est nécessaire, la cuisine, le ménage, l'organisation de la vie quotidienne, etc. Ça, c'est une division des rôles très forte, et on la voit aussi dans l'emploi, où régulièrement, alors depuis une vingtaine d'années, on a plus de chiffres là-dessus. De toute façon, il y a beaucoup de sociologues féministes qui ont travaillé là-dessus et qui ont mis en évidence cette division qu'on appelle sexuelle du travail, qu'on devrait appeler sexuée, hein, parce qu'elle est selon le sexe de l'état civil, et qui fait qu'il y a non seulement alors il y a ce qu'on appelle deux ségrégations ou discrimination. La discrimination qu'on appelle verticale, parce que dans tout emploi ou type d'emploi, plus exactement, les femmes occupent les postes inférieurs. On le voit très bien quand on regarde les statistiques sur l'éducation nationale, où il y a énormément de femmes, et seulement énormément de femmes dans les emplois de catégorie C ou D, dans les emplois administratifs de secrétaires ou de femmes de ménage, etc. Et ça, ce sont des choses qu'on retrouve dans le privé. Et puis l'autre type de segmentation, qui est le fait que les femmes ont grosso modo
accès à 30 catégories d'activités, alors que les hommes ont accès à 300 catégories d'activités. On sait très bien que les femmes, pour entrer dans certains métiers, ont beaucoup de mal ou n'y parviennent pas du tout. Et ça, pas seulement dans les métiers, disons, de cadre ou d'ingénieur, mais aussi bien dans des métiers techniques. C'est très difficile pour elles d'être technicienne. Oui, d'être dans certains métiers techniques qui sont complètement détenus par des hommes. C'est difficile pour beaucoup de raisons. Beaucoup de jeunes femmes n'ont pas envie d'aller dans un centre d'apprentissage ou dans une école où elles seront toutes seules au milieu de 40 garçons. Donc, il y a des tas de raisons à ça. Mais cette division du travail n'est pas juste une division du travail du genre toi tu fais ci, moi je fais ça. C'est une division du prestige et c'est une division du revenu. On le voit, alors là où ça apparaît clairement, c'est au niveau de la retraite. Alors, une fois qu'on a dit ça, donc on a cette division du travail que maintenant, d'ailleurs même avant, plus personne ne pouvait nier, mais justifier en disant les femmes doivent rester à la maison pour élever leurs enfants et s'occuper de leur mari. Alors en fait, maintenant, les femmes continuent de s'occuper de leurs enfants et de s'occuper de leur mari, et pourtant, elles sont de moins en moins à la maison. C'est pour ça qu'on a parlé depuis longtemps de double journée. Et donc tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire la division du travail et la division des caractères ou des traits de caractère et des aptitudes humaines, cette division en deux, l'ensemble de ça est considéré maintenant, en tous les cas dans les milieux féministes et peut-être plus généralement de sciences sociales, comme quelque chose de construit socialement, qui n'a pas de base, disons, naturelle, donc qui n'est pas lié au sexe anatomique, que ça soit dans la forme du sexe, ces formes différentes, ou que ça soit dans son lien avec les rôles reproductifs. Alors, là-dessus, disons que sur cette idée de ce qui est construit, tout le monde est d'accord. Mais sur le lien avec, justement, le sexe anatomique, ou génétique, ou quoi qu'on l'appelle, là, il y a pas mal de différences et de débats, et je dirais que la plupart des sociologues, ethnologues, anthropologues, philosophes continuent de considérer que donc cette partie construite, qui est quand même énorme, qui considère que tout ce que font dans notre société ou dans d'autres sociétés les femmes et les hommes est arbitrairement divisé en deux, que ça pourrait être fait par n'importe lequel de ces individus, mais continue de considérer que c'est construit sur la base de cette différence naturelle du sexe. En ce qui me concerne, et ce qui concerne quelques autres personnes qui sont d'accord avec moi, j'ai inversé cette série, c'est-à-dire l'idée qu'on a d'abord le sexe, une différence naturelle qui serait reconnue, qui donnerait lieu à une classification des individus, pour cette raison-là. Alors, pour beaucoup de raisons, je vais donner une que je n'ai pas donnée là, mais que j'ai donnée ailleurs dans d'autres écrits, c'est que le sexe ne peut pas constituer une catégorie naturelle, parce qu'une catégorie, c'est une catégorie de pensée, une catégorie de perception, c'est forcément une catégorie sociale. C'est une catégorie qui vient avec le langage. Or, il est impossible que la nature, c'est-à-dire la matérialité du monde, nous donne des catégories. Parce que le monde est absolument un chaos. C'est nous qui l'ordonnons par notre pensée, par notre langage. Mais nous ne pouvons pas... Nous pouvons dire d'une façon arbitraire ce qui pour nous va être un signe de quelque chose, etc. Mais nous ne pouvons pas le trouver tout fait. Donc les gens qui disent le sexe est une catégorie naturelle
se trompe. C'est une catégorie qui se sert d'éléments qui sont naturels, dans le sens que tous les éléments que nous utilisons sont dans la nature, évidemment. Dans la nature, dans le sens d'être dans la matérialité du monde. Mais ce n'est pas cette nature qui nous dit ça, c'est une catégorie. Donc c'est nous qui décrétons que ça, c'est une fleur, ça, c'est une feuille, ça, c'est un arbre, ça, c'est pas un arbre, etc. Alors déjà, quand on dit que le sexe est une catégorie naturelle, on est, philosophiquement parlant, linguistiquement parlant, on est dans une absurdité. Mais passons là-dessus, passons à autre chose. Moi, ce que je soutiens, ce que j'ai soutenu depuis pas mal de temps, là, je lis un article qui est de 1980. Voilà ce que je dis, hein, je le lis, c'est peut-être plus clair. Je dis, pour la plupart des gens, y compris des féministes, le sexe anatomique et ses implications physiques crée ou au moins permet le genre, la division technique du travail, qui, à son tour, crée ou au moins permet la domination d'un groupe sur l'autre. Nous pensons au contraire, c'est-à-dire, j'avais dit nous parce que je pensais à mes amis de questions féministes, nous pensons au contraire que c'est l'oppression qui crée le genre, que la hiérarchie de la division du travail est antérieure d'un point de vue logique à la division technique du travail et crée celle-ci. C'est-à-dire qu'on a d'abord une division hiérarchique et ensuite une division technique. Et que celle-ci, la division technique du travail, crée les rôles sexuels, ce qu'on appelle le genre. Et que le genre, à son tour, crée le sexe anatomique. Alors, on va dire, comment est-ce que le genre peut créer le sexe anatomique ? Alors, le genre crée le sexe anatomique dans le sens que cette partition hiérarchique de l'humanité en deux transforme en distinction pertinente pour la pratique sociale une différence anatomique en elle-même dépourvue d'implication sociale. Que la pratique sociale et elle seule transforme en catégorie de pensée un fait physique en lui-même dépourvu de sens, comme tous les faits physiques. Donc voilà, bon, c'est quelque chose que j'ai tellement débattu et soutenu que pour moi, chacun des mots n'est pas, ou des idées n'est pas approuvé, mais si tu veux, on peut discuter de... On va peut-être reprendre cette idée-là justement qui est contre-intuitive, non, mais enfin qui peut apparaître... Elle est contre-idéologique, ouais. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Oui. Donc, en fait, l'idée que le genre crée le sexe, c'est que c'est ce système de hiérarchisation qui crée, en fait, ou qui s'accompagne, ou qui est indissociable, parce qu'il n'y a pas de moment, qui est indissociable de cette catégorisation en deux sexes. Oui, parce que, et c'est ce que j'ai repris dans Penser le genre, c'est la question qui se pose, c'est il y a, entre les individus, il y a un nombre de différences incalculables. Incalculable. Si on faisait la somme de toutes les différences que deux individus ont entre eux, ça remplirait un livre, hein, parce que c'est pas seulement la couleur des yeux, la forme du nez, la longueur des bras, la forme des ongles, de pieds, de mains, de ceci, de cela, la longueur des cheveux, la différence entre la taille et le nombril, la grosseur des seins, etc. Donc, le sexe, la forme du sexe est une de ces différences. Et la forme du sexe, il n'y en a pas seulement deux. Hein. Dans la réalité, justement, il y a beaucoup de formes de sexe qu'on a choisi de classer arbitrairement en deux. Bon. Et puis, malgré ça, malgré ce travail à la louche, il y a encore des gens qui ne correspondent pas, des pauvres petits bébés qui naissent et qui ne sont pas classables en garçon ou en fille, et que les gentils médecins décident d'opérer. Et d'opérer des fois, plusieurs fois, jusqu'à leur âge adulte pour les faire correspondre à une des classes. Mais en dehors de ça, ce que je dis, c'est donc que le sexe en lui-même, le sexe, c'est-à-dire le sexe anatomique des individus, n'est pas, il n'y a aucune raison qu'il soit en lui-même, il ne peut pas être, pas plus qu'aucun autre trait du monde physique, hein, en lui-même une catégorie de pensée. Hein. Ce qui le rend une catégorie de pensée,
c'est qu'il est un marqueur d'une division hiérarchique, et comme toute division hiérarchique, elle est forcément sociale. Alors, après, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a d'autres traits physiques qui sont pris comme marqueurs de division sociale. Par exemple, la couleur de la peau. Par exemple, la forme du nez. Ça, ce sont des choses, en effet, on les trouve dans l'univers physique. Mais elles ne dictent pas nos catégories de pensée. Elles nous servent de marqueurs pour identifier un groupe. Et encore, quand je dis l'identifier, il faut bien comprendre que c'est une identification très formelle et faite après coup. Parce que quand on dit c'est le sexe anatomique qui distingue les hommes des femmes, il se trouve que les gens ne se baladent pas à poil. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout quelque chose de visible. C'est quelque chose qui est inscrit sur nos papiers d'identité dès notre naissance, qui fait partie justement de notre identité, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça fait partie de notre identité et de notre identité personnelle. En France, mais dans la plupart des pays occidentaux, les services statistiques nous donnent un numéro à la naissance. Dans ce numéro, le sexe, qui est en réalité le genre, est le premier chiffre qui est donné. En France, c'est 1 pour les hommes, 2 pour les femmes. Donc c'est vraiment la grande division sociale de notre société, qu'on l'admette ou non, et de la plupart des sociétés, qui ont des distinctions, en tous les cas de rôle, qui sont tout aussi rigides et souvent plus rigides que les nôtres, et dont la transgression par un individu, que ce soit dans un sens ou dans un autre, peut amener la mort, peut être puni de mort. Donc pour terminer sur l'idée que tu expliques que le genre précède le sexe, ou dit autrement, d'ailleurs tu le dis comme ça aussi, la hiérarchie est antérieure à la division. Pour reprendre un petit peu ton raisonnement, tu m'arrêtes si c'est pas correct. Une première étape de la démonstration, c'est de dire que les divisions entre hommes et femmes ne sont pas des divisions naturelles. Et pour ça, tu as 2 points, tu as développé 2 points. Le premier point, c'est de dire que dans la nature, il n'y a pas de catégorie. C'est-à-dire la nature ne produit pas de catégorie qui ordonne la matérialité du monde. De même que pour les animaux ou pour les plantes, c'est les êtres humains qui organisent par des catégories un monde qui, en lui-même, ne produit pas des catégories de classement. Donc ça, c'est une première chose. Et c'est la même chose donc pour les catégories hommes et femmes. Et le deuxième point de ton argumentation, si je me souviens bien, c'est que ces catégories hommes-femmes, donc l'idée d'organiser le monde humain en 2 catégories, et seulement 2 catégories, sont arbitraires dans la mesure où il y a une grande diversité en fait, de réalités, on pourrait dire sexuelles, et que ces catégories binaires les organisent en seulement 2 catégories, et que en plus elles sont historiquement, ces 2 catégories, ce binarisme est historiquement situé. C'est les travaux de Thomas Laqueur qui le montrent bien. Donc avec cette argumentation, on comprend bien qu'on ne peut pas dire que hommes et femmes, c'est une réalité, on pourrait dire, naturelle, qui serait première. Alors après, il y a tout l'argument qui est peut-être aussi subtil et peut-être pas évident à comprendre pour tout le monde. C'est-à-dire, du coup, on ne peut pas dire qu'il y a d'abord le sexe, donc réalité naturelle, et puis le genre qui serait le social. Ça, c'est un peu la première étape, ce que tout le monde, enfin pas tout le monde, mais ce qu'un certain nombre de personnes, voire de féministes aussi, pensent. Alors après, sur le renversement, qui consiste à dire que justement le genre précède le sexe, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu là-dessus, justement ? En quoi, justement, la hiérarchie produit la catégorisation ? Alors, ce que je dis, et je pense que d'autres féministes matérialistes disent, c'est qu'en fait, c'est la division hiérarchique elle-même qui produit la division technique du travail, et que cette division hiérarchique et cette division technique elle-même, donc, quand je dis la division hiérarchique et la division technique, la division hiérarchique se fait d'une façon arbitraire, c'est-à-dire que c'est une des divisions hiérarchiques de l'humanité, qui en connaît beaucoup. Elle ne connaît pas seulement celle du genre, bien évidemment, mais que certaines sont reliées, ou plutôt ont des marqueurs,
comme en particulier le genre, qui a le marqueur du sexe anatomique, ou la race, qui a le marqueur de la couleur de la peau ou de la forme du nez. D'autres sont censés ne pas avoir de marqueur, comme la classe par exemple. Or en fait, si on retourne pas tellement en arrière, mais au XIXe siècle, il y avait des différences physiques entre les prolétaires et disons, la classe possédante, et des différences physiques qui étaient considérées comme constitutives de la division entre ces classes et de l'existence de ces classes, et qui étaient en fait produites à la fois par les conditions d'existence de chaque classe, comme par exemple la plus petite taille des prolétaires, comme leur maigreur, comme leur posture, leur saleté, etc. Et puis d'autres qui étaient liés à des interdits. Il leur était interdit de s'habiller de la même façon que les gens de la classe dominante, comme il était interdit aux femmes de s'habiller comme des hommes. C'était des délits. Donc c'est un mélange de facteurs sociaux, les conditions d'existence, mais aussi toute une série d'interdictions qui faisait qu'il y avait effectivement, au bout du compte, des différences qui apparaissaient naturelles, mais qui n'étaient pas naturelles, mais qui étaient produites socialement. Donc, dans le cas du genre et dans le cas de la race, on s'appuie sur des différences qui sont amplifiées dans le sens qu'elles sont considérées comme particulièrement importantes, alors qu'elles sont sélectionnées dans un univers de différences physiques entre les individus qui est quasiment infini. Donc, ce que je dis, c'est que la division hiérarchique qui est faite entre deux groupes, ici les femmes et les hommes, mais on pourrait dire aussi entre les noirs et les blancs, les gens de couleur et les blancs, entre une infinité de groupes peuvent être caractérisés de cette façon. Cette différence physique, elle n'acquiert un sens et elle ne devient remarquée que parce qu'elle correspond à une division hiérarchique. Et ce que je dis, c'est que cette différence anatomique sur laquelle tout le monde glose énormément et fait des études en essayant de trouver, par exemple, s'il n'y aurait pas des différences dans le cerveau des hommes et des femmes, dans le cerveau des blancs et des noirs, etc. Elle est là comme un marqueur de la séparation des groupes et de l'identification d'une personne à un groupe ou à un autre. Mais qu'au départ, c'est d'abord la division hiérarchique, c'est d'abord une hiérarchie qui est installée, qui produit elle-même une division technique des tâches, puisque les tâches les plus pénibles et les plus ennuyeuses sont réservées aux gens qui sont déjà les dominés dans une division hiérarchique. On le voit très bien, par exemple, dans des divisions, dans des tâches qui sont communes, par exemple celle de l'agriculture, où en fait les gens font les mêmes tâches, mais les tâches qui sont dévolues aux femmes sont inférieures, non pas parce qu'elles sont inférieures d'une façon qui serait liée à la production elle-même, mais parce que ce sont des tâches qui sont commandées par les gens de l'autre classe. Et on pourrait prendre d'autres exemples que l'agriculture aussi. On pourrait prendre d'autres exemples que l'agriculture. Alors ça, c'est donc la vision féministe matérialiste du genre. Et quand tu dis en fait que ces différences ne sont remarquées que en raison de ce système hiérarchique, non seulement remarquées, mais aussi institutionnalisées. C'est-à-dire que par exemple, ces catégories hommes-femmes sont aussi, elle est aussi inscrite, par exemple, on pourrait dire dans les cartes d'identité. Absolument. Et la différence avec, disons, les différences de classe telles qu'on les vit aujourd'hui, c'est que on admet aujourd'hui, enfin on dit que la classe est un système, le système de classe est un système ouvert, c'est-à-dire que les gens peuvent en sortir éventuellement. Et il n'y a pas de marqueur physique aujourd'hui des différences de classe. Bon. Et donc c'est pas inscrit quand un enfant naît qu'il appartient à une classe prolétaire et qu'il devra y appartenir toute sa vie. Tandis que les différences de genre et les différences de race
dans certains systèmes, comme c'est encore d'ailleurs aux États-Unis, sont inscrites dès la naissance d'un enfant. C'est-à-dire que c'est un système ascriptif. Un système ascriptif, c'est-à-dire on est assigné dès sa naissance à une classe. Alors, je pense qu'on voit d'ailleurs l'absurdité de la chose parce qu'on se demande à quoi ça peut correspondre. Puisque à ce moment-là, je veux dire, un nouveau-né n'a pas à faire ceci plutôt que cela parce qu'un nouveau-né ne peut strictement rien faire. Et pourtant, dès la naissance, les humains sont divisés en petites filles et petits garçons. On peut dire qu'il y a une réalité objective, physiologique qui commande cela. Voilà, de façon à pouvoir ensuite, pendant le restant de leur vie, justifier par cette appartenance à une catégorie la différence de rôles qui leur sont attribués. C'est-à-dire que la société, en fait, non seulement masque sa propre opération, mais elle la masque d'une façon tout à fait radicale, puisqu'elle elle fait cette division dès la naissance et elle l'inscrit. C'est-à-dire que dès la naissance, en France et dans la plupart des autres pays, on a un numéro qui nous est affecté, c'est un numéro d'État, hein. C'est le numéro donné en France par l'INSEE et qui sert par exemple qui est utilisé par la sécurité sociale. La plupart des gens pensent que c'est un numéro de sécurité sociale. C'est pas seulement un numéro de sécurité sociale, c'est un numéro que nous avons vis-à-vis de l'État. Et ce numéro, il nous est donné dès la naissance et il va nous suivre toute la vie. Et c'est pour ça que quand les gens sortent leur carte de sécurité sociale, pour les femmes, ça commence par 2 et pour les hommes, ça commence par 1. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il n'y a aucune nécessité à ça? Et d'ailleurs, c'est une des revendications aussi féministes de ne pas avoir l'inscription du sexe sur la carte d'identité. C'est-à-dire on pourrait très bien décrire un nouveau-né de plein de manières différentes et pas forcément avec oui. ce système. Et même un adulte, parce que en fait, ça ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire qu'un médecin ou une médecine n'a pas besoin d'avoir le numéro de carte de sécurité sociale et se dire, tiens, cette personne est un homme ou une femme, parce que généralement, on traite les gens d'après les pathologies qu'ils ont. Donc, si une personne arrive avec un problème de prostate, on n'a pas besoin de savoir que c'est un homme, on le traite. On va traiter sa prostate. Si une femme arrive et qu'elle est enceinte, on n'a pas besoin de voir qu'il y a marqué 2 sur sa carte de sécu pour savoir qu'elle est enceinte et puis qu'elle est en train d'accoucher. Donc on peut très bien traiter les gens de cette façon-là. Parce que si on suivait ce raisonnement-là pour toutes les pathologies, il faudrait que dès la naissance, il y ait marqué si la personne a un foie ou n'a pas de foie, a des intestins de telle longueur ou n'en a pas, etc. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Et heureusement, je veux dire, on traite les gens et on leur demande pas s'ils sont des hommes et des femmes pour réduire une fracture, par exemple. Donc ça n'a pas d'utilité autre que celle, justement, de la division sociale, de la hiérarchie et de la division des tâches, et surtout pour prétendre que c'est à cause d'une division qui serait naturelle qu'on doit les traiter différemment. Et ceci dit, même cette division n'est pas une espèce de description d'une différence anatomique, parce que les différences anatomiques, comme toutes les différences justement naturelles, ne sont pas dichotomiques. Elles connaissent des degrés. La différence dans la forme du sexe, parce que tout le monde a un sexe, ce qu'on a tendance à oublier. Je veux dire, s'il y a une chose qui est bien commune entre les hommes et les femmes, c'est bien d'avoir un sexe. Et les différences de forme du sexe, primo, sont sur un continuum. Et deuxièmement, n'ont pas d'effet prédictif, c'est-à-dire en fait ne servent à rien. Les gens pensent que on ne voit pas d'ailleurs à quoi ça servirait de se dire tiens, parce que ce bébé a un sexe de telle forme, il ne pourra pas porter d'enfant. C'est-à-dire s'il ne peut pas porter d'enfant, on s'en apercevra au moment où il ne pourra pas porter d'enfant. Bon. Et s'il peut porter un enfant, on s'en apercevra au moment où il peut porter un enfant. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'avoir des prédictions comme ça. De la même façon qu'on ne peut pas et on n'a pas besoin de savoir si quelqu'un va développer un cancer parce qu'on s'en apercevra au moment où cette personne développera un cancer. Et de toute façon,
même dans les pathologies dont on pense qu'elles peuvent être prévues parce qu'il y aurait des signaux génétiques, c'est impossible à déceler à la naissance. Et puis, ça serait impossible d'écrire toutes ces prédictions sur la carte des individus parce que ce ne sont pas des prédictions, ce sont seulement des possibilités. Et ce qui est important, c'est qu'elles se déclarent ou non. Donc, ça n'a strictement aucun intérêt. En plus, cette division en garçon ou fille à la naissance, elle ne distingue pas les gens qui peuvent porter des enfants et les gens qui ne peuvent pas porter des enfants. D'abord, on n'a pas besoin de le savoir. Et surtout, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que beaucoup d'enfants qui sont déclarés des filles ne peuvent pas porter des enfants. Ou au moment où elle pourrait le faire, où cette population pourrait le faire, elle ne le fera pas parce qu'elle n'a pas envie de le faire. Ça, c'est une bonne raison. Encore que ce n'est pas une raison qui ait été beaucoup prise en compte, puisque dans beaucoup de sociétés, les enfants, enfin les personnes déclarées femmes étaient obligées de porter des enfants, qu'elles le veuillent ou non, ou d'ailleurs de ne pas en porter, qu'elles le veuillent ou non. Hein. Parce qu'il y avait aussi des interdictions sur certaines classes sociales d'avoir des enfants. Donc, ça n'a pas d'intérêt pratique du point de vue qui est censé être celui de cette distinction naturelle. C'est-à-dire que ça ne divise pas la population d'une façon fonctionnelle par rapport à le seul aspect fonctionnel de cette différence de forme, c'est que ça fait une différence dans les rôles procréatifs. D'ailleurs, on s'en rend compte à chaque fois qu'après, on raisonne à partir de cette grille d'analyse et on regarde où et quand on classe, on se rend compte qu'il y a souvent derrière des attributions différentes de rôles, d'attitudes, de valeurs. Voilà, à l'école, on va dire que telle lecture, c'est bien pour les petites filles, tel autre livre, ça va être bien pour les petits garçons. Et là, on se rend compte, à chaque fois qu'on regarde dans des lieux différents et des moments différents, on se rend bien compte que cette catégorisation, elle n'est pas neutre. Ben, non seulement elle n'est pas neutre, mais elle est inutile parce que il y a absolument... décider que la forme du sexe anatomique va diviser la population en deux, on ne voit pas tellement bien le rapport avec, par exemple, la possibilité de devenir chef d'entreprise ou de devenir secrétaire. Et pourtant, c'est en fait ça... non pas qu'elle dicte, parce qu'elle ne le dicte pas naturellement. Il n'y a rien, ni dans la forme du sexe anatomique, ni dans les hormones dont tout le monde fait un si grand plat, qui prédispose à savoir taper à la machine ou à savoir diriger une entreprise. Je prends ces deux cas parmi d'autres. Alors, il y a encore une autre chose qu'il faut dire, c'est comme je l'ai dit, le sexe anatomique... celui selon lequel on divise la population en deux à la naissance, il connaît beaucoup de formes. Et maintenant, on parle de plus en plus d'une population qu'on appelle les intersexes. Ce sont des bébés qui sont nés avec des formes anatomiques indécidables et qui vont être décidées d'une façon arbitraire par les médecins, mais qui vont essayer de les rendre conformes à une espèce d'idéal type de ce que serait qu'un bébé fille ou qu'un bébé garçon. Ce qui veut dire que c'est une population qui est martyrisée par des opérations chirurgicales répétées, alors qu'en fait, il n'y a pas de raison médicale à ça. Il n'y a aucune raison médicale à ça. C'est-à-dire, ils sont en bonne santé, ils peuvent très bien fonctionner, sauf des cas rares, ils n'ont pas de problème à faire ce qu'on fait avec son appareil génital, c'est-à-dire à uriner, à déféquer ou à éprouver du plaisir sexuel, mais ils n'ont pas la bonne forme. Par exemple, on juge que, comme il y a beaucoup d'indicateurs du sexe dit anatomique, alors on coupe des clitoris trop longs, ou au contraire on rallonge des
des attributs qui sont considérés comme un petit pénis, comme un pénis, on les rallonge parce qu'on les juge trop courts. Enfin, on fait des tas de choses pour essayer de les mettre dans la norme. Parce qu'étant donné qu'il y a beaucoup d'indicateurs, puisqu'il n'y a pas seulement la forme extérieure, il y a aussi les organes intérieurs, et que parfois ils ne coïncident pas, et notre société juge absolument nécessaire que tout ça coïncide. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter que, par exemple, un bébé ait un clitoris et des petites lèvres et un vagin, mais n'ait pas d'utérus. Et grosso modo, de quoi la société se mêle-t-elle? L'individu est en bonne santé, l'individu peut vivre de cette façon-là, mais il faut absolument conforter le mythe qu'il y a deux formes et seulement deux formes, et que ces deux formes sont que chacune de ces deux formes est corrélée à des fonctions procréatives. Et il faut faire semblant que ce sont des fonctions procréatives, parce que quand chez un bébé dont on a décidé, alors que son sexe était indécidable, que ça serait un garçon, eh bien on peut très bien lui créer un vagin artificiel, ce qui ne va pas être très plaisant pour le bébé, alors qu'on sait très bien que par ailleurs, il ne pourra jamais procréer, qu'il ne pourra jamais porter d'enfant. Donc voilà, et ce qui est très intéressant, c'est que depuis plusieurs années, eh bien, il y a une révolte de ces enfants qui ont été martyrisés pendant toute leur enfance et leur adolescence par des opérations à répétition et qui sont en fait mutilés plutôt qu'autre chose. Ils sont nés en bonne santé, on les a rendus malades pour qu'ils se conforment à cette classification en deux. Alors maintenant, il faut que je parle, ça c'est donc l'acception du genre comme division arbitraire entre deux parties de la population. Qui induit une division qui est d'abord hiérarchique, qui induit une division technique des tâches, qui passe pour la première division alors qu'en fait elle n'est pas la première division, et qui se trouve un marqueur dans l'apparence, ce qui est assez drôle quand on pense que dans toutes les sociétés on cache justement le sexe, mais en fait dans le sexe anatomique des gens. C'est pour ça que si on avait comme horizon l'abolition de ce système hiérarchique, finalement, ces différences anatomiques seraient des différences parmi d'autres, mais elles ne seraient pas sursignifiées ou surinvesties socialement, si on avait cet horizon-là. Bien sûr, elles seraient des différences parmi d'autres. Elles seraient des différences individuelles, exactement comme toi et moi, nous n'avons pas la même couleur de cheveux, nous n'avons pas la même forme de nez, nous n'avons pas la même couleur d'yeux, nous n'avons pas la même bouche, nous n'avons pas le même menton, nous n'avons pas les mêmes bras, nous n'avons pas les mêmes pieds. En fait, nous sommes des amas de différences. Et pourtant, nous nous reconnaissons comme semblables. Parce que ces différences, la société a décidé que voilà des différences qui sont anatomiques, qui sont visibles, et dont certaines sont beaucoup plus visibles que le sexe que nous cachons, et qui pourtant n'induisent pas de classification sociale. Donc la question, c'est pourquoi, dans l'univers des différences, on en prend certaines. On en prend certaines non pas parce qu'elles ont elles auraient une importance intrinsèque, comme le croient les gens, mais parce qu'elles vont servir de marqueurs, et non seulement de marqueurs pour reconnaître les gens, parce qu'en fait, pour distinguer ensuite une femme d'un homme, on n'a pas besoin de leur baisser la culotte. Et d'ailleurs, personne n'oserait le faire, parce qu'on a tous les autres marqueurs, mais plus exactement de justification, parce que la société aime se cacher derrière l'idée de nature. La société n'aime pas dire que c'est elle qui fait ce qu'elle fait. Elle aime dire qu'elle est poussée et déterminée par la nature.